Damn. 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 Et bonsoir tout le monde, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans ce nouveau live Nissa Europa. Ça avait un peu manqué, je vous avoue, ce format et puis les soirées Coupe d'Europe. Alors on va en parler de ce match face au Sheriff Tiraspol, victoire 1-0 de l'OGC Nice en Moldavie, la première manche pour le J, mais du coup des motifs de satisfaction, pas que. On va en parler aussi du contenu avec mes chroniqueurs du soir. Sans plus attendre, introduisons-les en tout bien tout honneur. Pancho est avec moi, le courageux Pancho qui vient quand même de se farcir le replay du match pour pouvoir participer à l'émission. Salut Pancho. Alors... Et ça explique aussi le petit retard qui est causé par ma faute. Je n'avais pas terminé le match, donc jusqu'au bout. Salut Sky, salut à tous. Non, mais de toute façon, écoute, même quand on a tous vu le match la veille, on n'est jamais à l'heure, donc c'est pas très grave. Il nous fait le plaisir d'être, c'est sa première dans Nissa Europa. C'est un habitué du club Pancho, c'est pour ça qu'il est là notamment. C'est Louraï. Salut, comment ça va ? Salut Sky, salut à tous. Ça va très bien. Lendemain de victoire, donc ça va. Ouais, lendemain de victoire européenne, lendemain de sauvetage du coefficient UEFA de la France aussi. On va pas revenir sur ce débat qui a agité notre communauté ces derniers jours. Mais bon, nous sommes effectivement le seul et dernier club de Ligue 1 encore engagé en compétition européenne. Tout repose sur nos frêles épaules de jeunes clubs peu expérimentés en Coupe d'Europe. Mais pour l'instant, on s'en est bien sorti. Revenons pendant, allez, on se donne 1 heure maximum. On a tous hâte d'aller se coucher. On est des gros boomers qui terminent la semaine de travail, donc ça commence à tirer. Mais voilà. Si vous-même vous êtes fatigué, sachez que si vous ne restez pas jusqu'au bout de l'émission, vous pourrez la retrouver en format podcast, mais également sur YouTube en replay dès demain. Donc voilà, n'hésitez pas si vous arrivez en cours de route ou si vous partez avant la fin, vous savez que vous avez possibilité de rattrapage à n'importe quel moment, d'ici le match dimanche, bien sûr, face à Nantes, histoire de prolonger le plaisir de l'actu au GC Nice du moment, qui est somme toute positive. Mais voilà, commençons par débriefer ce match. Alors, tirage au sort déjà, on avait hérité de Tiraspol, un tirage au sort qui était plutôt favorable d'après Aaron Ramsey. En tout cas, c'est sa première réaction. On va pas se mentir, messieurs, avant de parler du terrain, ni le meilleur ni le pire, pour paraphraser un ancien entraîneur de l'OGC Nice. Mais blague à part, Tiraspol, c'était un tirage, à part un déplacement un peu folklorique en semaine, globalement, on était relativement satisfait de ce tirage. Et en tout cas, sur le papier, l'OGC Nice devait l'emporter et doit se qualifier de toute façon au terme de cette double confrontation. Vas-y, je t'en prie. Oui, moi dès le départ j'avais trouvé que c'était pas forcément un mauvais tirage. Ça pue le match piège comme on en a déjà eu par le passé. Mais après en étant honnête avec nous-mêmes, ça reste le championnat de Moldavie. Ils ont fait des exploits sur la scène européenne, mais dans la globalité, en étant sérieux et en pratiquant le football comme on a pu le pratiquer ces dernières semaines, c'était quand même relativement un bon tirage positif, en tout cas. Il vaut mieux quand même, Pancho, avoir un déplacement folklorique en Moldavie, comme on le disait, en plus même pas dans la ville du club, donc avec assez peu de supporters adverses,
je sais pas, je reprends par exemple les équipes qui sont encore engagées dans ces huitièmes de finale, c'est peut-être mieux que se retrouver face à 3000 hooligans torse nu au Lech Poznan par exemple. En tout cas, c'était globalement dans la bonne moyenne des tirages que pouvait espérer l'OGC Nice. Ouais, mais si tu veux aller au bout, tu risques de les avoir, les supporters chauds de certains clubs. Donc, que ce soit en huitième, en quart, en demi, il y aura forcément un moment donné où on tirera une grosse équipe, du moins je l'espère. Là, c'est vrai que sur le papier, ça semble et ça semblait jouable. Bon, d'autant plus que de par ce qu'on a pu apprendre ces derniers jours, c'est pas non plus sportivement aussi fort que ces dernières années, s'agissant du Sheriff Tiraspol. Mais voilà, on a fait le job et voilà, 50% du travail fait. Comme tu disais, hein, une équipe qui a quand même beaucoup changé depuis les exploits européens, notamment dont parlait Louraï. Hein, on sait cette victoire face au Real Madrid en Ligue des Champions en 2021, si je dis pas de bêtises. Il y a qu'un seul joueur qui est là depuis 2 ans maintenant. La plupart n'étaient même pas titulaires à l'époque. 7 arrivées, 11 départs au mercato hivernal, une saison qui vient de reprendre pour eux. En tout cas, ils avaient repris juste pour la double confrontation au tour précédent face aux Partisans. Donc c'était le bon moment, c'était la bonne équipe. Changement d'entraîneur aussi, si je dis pas de bêtises. Mais moi, ce qui m'étonne quand même, c'est que dans ce que tu dis, Pancho, et c'est pas spécifiquement toi, hein, ça a été beaucoup évoqué sur les réseaux sociaux, tout le monde se projette déjà dans l'idée de se dire tu dois battre le Sheriff Tiraspol si tu veux prétendre à aller au bout dans cette compétition. Donc en fait, pour rester sur le tirage au sort, et on s'avance peut-être un peu on l'espère sur une qualification la semaine prochaine. Aujourd'hui, pour vous, dans les 16 équipes encore engagées en compétition, en fait, l'OGC Nice est dans le pool des équipes qui peuvent prétendre à aller au bout. Bon. Bah, écoute, Personne n'a envie de se mouiller, je note, mais finalement, mis devant vos responsabilités, c'est un peu plus compliqué quand même. Je vais répondre si Laura le permet. Dans la dynamique actuelle, dans la dynamique imprégnée par Digard, sportivement, et même en se basant sur ce qu'on a vu hier soir, parce que j'ai trouvé, alors Twitter c'est la sphère, quoi, hein, c'est pas la pensée unique, mais il y avait quand même beaucoup de commentaires assez négatifs sur le match d'hier soir. On va y en avoir dans cette émission aussi, je te rassure. Bah, écoute, moi je sors du match. Certes, c'était pas un match grandiose, mais par contre, c'était un match qui est maîtrisé dans sa quasi-globalité, je trouve, dans le jeu. C'était stérile, mais c'était maîtrisé. Et si tu arrives à rééditer ce genre de performance en haussant le curseur sur un peu plus de folie, un peu plus de réussite, parce que tu touches le poteau aussi. Voilà, moi je pense qu'on peut rêver, on se doit de rêver. On a trop peu vécu en Europe pour ne pas rêver, et même si sur le papier peut-être qu'on est moins fort qu'un Lazio ou d'autres équipes, enfin je veux dire, ouais, West Ham sur le papier c'est... Mais non, non. Moi j'y crois, je sais pas où on va aller, mais j'y crois, oui. Louraï, Villarreal, la Fio, West Ham, la Lazio, même si les Lazialais, on dit qu'ils comptaient pas jouer la compétition, ils sont en ballottage défavorable, en tout cas face à l'AZ Alkmaar. Un autre gros morceau, voilà, c'est peut-être ces 3-4 équipes-là qui peuvent faire un peu peur à l'OGC Nice. Et encore, quand on dit peur, peut-être face à la plupart de celles-ci, ce serait 50-50 sur une double confrontation. Enfin, pour toi, dans cette compétition, quelle est la position de l'OGC Nice ? Est-ce qu'il va falloir chater au tirage si on veut espérer voir le dernier carré, ou est-ce que, sauf malheur, on peut très bien s'offrir un magnifique déplacement à Prague ? Je ne mettrai quand même pas une pièce sur une victoire finale, pour être tout à fait honnête. Si on devait faire des chapeaux, je pense qu'on serait chapeau des équipes restantes, on serait peut-être chapeau 2 ou 3. West Ham, Villarreal, Lazio s'il passe, ça me paraît quand même un cran, voire 2 au-dessus. Après, on a le droit de rêver, hein, sur ce qu'on a vu depuis ce début d'année 2023. On a tout à fait le droit de rêver. Et puis ça reste du football. Sur une double confrontation, tout peut se passer.
Effectivement, et puis bon, chapeau de 2 ou 3, c'est-à-dire qu'il reste aussi la moitié des équipes. Si tu les affrontes en quart de finale, eh ben, tu t'offres déjà ton premier dernier carré européen de ton histoire. Ce ne serait vraiment pas négligeable pour la bande à Didier Digard. Bon voilà, on s'est un peu projeté sur la suite, ce qu'il va falloir aller la chercher, cette qualification déjà. Alors le l'OGC Nice est en ballottage favorable, une victoire 1-0 en Moldavie. C'était, je pense qu'on aurait signé tous et toutes pour cette victoire en amont. Moi, je vous avoue que même un match nul 0-0, je vous dis pas que j'aurais été fou de joie, mais ça aurait été un résultat, somme toute, assez correct en vue du match retour. Là, il y a victoire. C'est bien pour le COEF UEFA, comme on le disait, mais c'est aussi bien pour envisager le match retour. Comment est-ce que vous interprétez ce résultat? Est-ce que, du coup, pour vous, le plus dur est fait en ayant pris cet avantage à l'aller et du coup en se permettant en devant attendre le Sheriff Tiraspol qui devra un peu plus faire le jeu au match retour s'ils veulent espérer une qualification, ou est-ce qu'on l'a vu au tour précédent, le Partizan était allé gagner 1-0 aussi face au Sheriff Tiraspol avant de perdre 3-1 à la maison et de se faire éliminer. Donc est-ce qu'il va falloir être au contraire d'autant plus attentif au match retour? Comment dirais-je, la prestation, je perds le fil. Louraï, vas-y. Par rapport au match retour, le score, qu'est-ce que ça t'inspire déjà? Est-ce que pour toi, c'était obligatoire cette victoire à l'extérieur? Est-ce que c'est une bonne surprise? Et est-ce que pour toi, on a déjà fait la moitié du chemin ou il faut être plus prudent que ça? Honnêtement, je pensais qu'on allait gagner. Quand on voit la physionomie du match, moi, je suis pas totalement rassuré. Le match retour sera différent, certes. Par contre, je trouve que ça dépend comment on va l'aborder, en fait. Le résultat est bon. Maintenant, tout dépendra au match retour de comment on va prendre ce match. Si on essaie d'être dans la gestion, j'aurais très peur. Faut vraiment qu'on prenne le match différemment de ce qu'on les prend là ces dernières semaines, hormis Monaco. Maintenant, après, oui, le résultat en lui-même, c'est un super résultat. J'aurais signé des deux mains. C'est plus le contenu et comment on va aborder le retour qui m'inquiète un petit peu. Sans être un corbeau non plus. On est en ballottage favorable. Mais je suis pas hyper rassuré. Pancho, on a Alex sur le chat qui nous dit que selon lui, le plus dur est fait, qu'au retour, tu auras ton stade, ton public, aussi, les moyens de mettre la pression, un effectif, on l'espère, un peu plus étoffé. On a vu des retours de blessures qui sont rentrés en fin de match. On pense notamment à Youssef Attal. Voilà. Normalement, l'OGC Nice va se renforcer au match retour, sera dans une situation un peu moins compliquée, aura une meilleure pelouse. Aussi, on en parlera, mais voilà, quel est ton sentiment après avoir regardé ce match-là, indépendamment du contenu dont on va débattre après, mais au niveau du résultat en lui-même, est-ce que pour toi c'est plutôt un soulagement et de l'optimisme pour le retour, ou c'est une méfiance et une veille constante? C'est une bonne opération. C'est une bonne opération parce que tu gagnes ton match, tu n'encaisses pas de but. Certes, tu sues un peu des fesses en fin de match sur certaines situations, mais Louraï parlait tout à l'heure de gestion. Bah, pour moi, c'est pas forcément quelque chose de négatif, tu vois. Être trop en gestion, bah oui, ça peut être le cas tant que ça te permet de gagner des matchs. C'est-à-dire que j'ai quand même l'impression qu'on s'attend par moment à quelque chose de flambant et emballant, vous voyez? Et je pense que c'est un bon résultat. On doit finir le travail à domicile et effectivement, la meilleure pelouse va nous permettre, je pense, de jouer plus notre jeu parce que là, c'était vraiment pour le coup de la gestion à essayer de faire au mieux, de proposer quelque chose de cohérent, mais tout n'était pas parfait, c'est évident. Maintenant, le match à Nantes, il est aussi très très important parce que effectivement, s'il y a des doutes sur le fait qu'on aille au bout en C4, on peut aussi jouer une qualif européenne parce que c'est le but via le championnat. Et le match à Nantes, il est aussi très important. Il va falloir aussi gérer les conditions physiques pour jouer les deux compétitions. Je pense qu'on peut le faire.
Ouais, la réception de Lorient aussi après le match retour. Ça y est, hein, on réenchaîne les matchs tous les 3 jours. L'effectif est globalement assez fourni, mais encore faut-il peut-être récupérer certains blessés. Mais comme on le disait, on est on est en passe de le faire petit à petit. Donc à voir dans les toutes prochaines semaines. Parlons du terrain un peu. Et quand je dis du terrain, c'est pas de la pelouse, hein, mais parlons un peu de ce qu'on a vu dans cette rencontre-là. Alors, déjà, commençons peut-être par les choix de composition d'équipe de Didier Digard. Alors bon, les choix, c'est vite dit, hein, puisque globalement, beaucoup d'absents aussi à certains postes clés qui conditionnent un peu les choix de l'entraîneur de l'OGC Nice. Mais malgré tout, commençons peut-être par celui qui a été élu aiglon du match. La titularisation, encore une fois, un match d'affilée de Ayoub Amraoui, qui du coup est titulaire indiscutable et enchaîne les minutes à son poste. Il est buteur en plus, et ça on y viendra juste après. Youssouf également, hein, présent au sein de cette défense à 3. Il y a eu ce changement de système aussi, même si on l'a vu dans le match, que sur certaines phases offensives, Kefren Turam prenait davantage le couloir gauche, ça ressemblait à un 4-3-3, et puis la titularisation de Pablo Rosario au milieu, dont la prestation avait fait beaucoup parler lors du dernier match face à Auxerre. Alors on avait vu des matchs très différents, hein, on s'en était rendu compte lors de nos échanges sur les réseaux sociaux. Moi j'avais trouvé que son match avait été quand même pas très inspiré, notamment dans ce qu'il apportait devant. D'autres m'ont souligné son abattage défensif et physique au milieu de terrain. Je pense que les deux lectures sont bonnes et se complètent. Mais messieurs, si on doit commencer par le 11, alors bon, un peu imposé par les blessures, comme on le disait. Didier Digard qui choisit finalement de faire confiance à ses hommes du moment et de lancer assez peu de nouvelles têtes, ou en tout cas par rapport à ces dernières semaines. Est-ce que c'était le bon choix? Est-ce qu'on pouvait se permettre davantage de turnover sur ce match, ou est-ce que c'est plutôt en championnat? Et je pense là par exemple à ce match face à Nantes qui va falloir faire souffler certains cadres pour enfoncer le clou après au match retour. Mais déjà, tu dois gérer une chose importante, qui est la suspension de Dante au retour. C'est-à-dire que tu es peut-être un peu moins forcé de faire tourner Dante contre Nantes si tu sais que derrière, tu le fais pas jouer au retour. Voilà, c'est une simple supposition. Après, j'ai trouvé on va dire le dispositif assez cohérent par rapport à ce qu'on avait vu lors des derniers matchs. C'est vrai que le 4-3-3 a été peut-être peu inspiré contre Auxerre, mais en même temps, voilà, il y avait un dispositif en face qui était similaire. Ouais, Pas très. Enfin, du coup, peut-être pas forcément grand-chose à redire sur la composition de Didier Digard, hein, comme on a dit. Déjà imposé par certains blessés. Hein. Attal qui revenait de blessure, c'était peut-être un peu tôt pour le lancer. Toujours pas de Nicolas Pepe devant pour relayer les titulaires qui, a priori, hein, la Board Mofi, ça reste encore devant dans un Brahimi ou un Buonanni dans la hiérarchie, même si on a pu les voir en fin de rencontre. Peut-être une interrogation, Louraï, parce que ça a été un débat dans le débat aussi. Hein. La titularisation de Kasper Schmeichel, on se demandait si elle n'allait pas avoir à nouveau la rotation que Lucien Favre avait imposée entre Kasper Schmeichel et Marcin Bulka, maintenant que le gardien polonais est revenu de sa blessure. Hein. Il a pu jouer un match en N3 face à Cannes ces derniers jours pour se remettre à la compétition. Selon toi, est-ce que c'était trop tôt pour Marcin Bulka? Est-ce que la rotation entre les deux gardiens, c'est une mauvaise idée maintenant que Kasper Schmeichel semble enfin lancé, enfin au niveau qu'on attendait de lui? Donc, soit au poste de gardien ou plus largement sur les autres postes du 11, qu'est-ce que tu en as pensé? Non, j'aurais pas crié au scandale si Bulka avait été titulaire. Après, j'ai trouvé ça logique et bien que Schmeichel soit confirmé au poste de numéro 1 même en Coupe d'Europe. Peut-être que c'est juste parce que Bulka est en phase de reprise. Peut-être que Digard, dans son esprit, Schmeichel continuera jusqu'au bout. Je le souhaite, mais le plus loin possible en Coupe d'Europe numéro 1. Mais j'ai trouvé ça juste déjà par rapport à Schmeichel qui nous montre autre chose depuis le retour de la Coupe du Monde. Et par rapport à Bulka qui revient de blessure et qui a juste un match de N3 dans les pattes, même si le poste
demande peut-être moins de temps de reprise. Le retour à la compétition, là on est sur un match de Coupe d'Europe. C'était important, je trouve, de garder l'ossature de l'équipe qui est sur une bonne dynamique. Après Rosario, pour revenir sur Rosario, là je comprends un petit peu plus la titularisation parce que je m'attendais à un combat plus physique que ce qui nous a été proposé, même si c'était intense, je m'attendais vraiment à une... Ça a castagné quand même, hein, par moment. Et, Oui, mais je m'attendais vraiment à un truc genre Nancy 2006, quoi, avant qu'on les prenne en finale de la Coupe de la Ligue. Je m'attendais vraiment à un truc où ça découpe et là, pour le coup, Rosario, la titularisation, j'étais 100% pour. Après, sur le 11 aligné, rien à dire. Hein. Ça montre qu'on mise quelque chose sur cette compétition et je trouve ça bien d'envoyer le 11 titulaire à Tiraspol pour amener la victoire et c'est chose faite. Pancho ? Ouais, pas mieux. Je trouve que c'est une très très bonne chose. Maintenant, la question que je me pose, c'est effectivement la dimension physique. Une des raisons pour lesquelles moi je trouve que Digard, ça fonctionne aussi, c'est dans les rotations, dans le fait de donner du temps de jeu à pas mal de joueurs, d'inclure tout le monde. On a vu du BKBK. Alors incroyable, on a vu Alexis BKBK. Le retour d'Alexis BKBK. Alors c'est peut-être anodin, mais ça montre que tout le monde est concerné. Et encore une fois, c'est je pense le mot, mais c'est de la gestion. C'est-à-dire que effectivement, on a mis notre équipe type sur le papier. Rosario, je rejoins complètement l'oreille là-dessus. C'est le type de match où justement, peut-être qu'il aurait pu un peu plus s'exprimer. On n'allait pas trop tenir le ballon. Et puis en plus de ça, tenir le ballon, on l'a tenu. Mais je veux dire, en faire quelque chose, le porter, un Sofiane Diop sur ce terrain, je ne sais pas s'il aurait sans doute fait mieux, mais il nous fallait de l'impact. Il y a eu de l'impact, il y a eu des gros coups. D'ailleurs, à ce propos, la semelle que prend Dante, déjà, je ne sais pas si vous voyez l'action, déjà, carton jaune, c'est... Bon, à ce moment-là, ça me paraît quand même très, très étonnant, mais j'ai eu très, très peur pour Dante à ce moment-là. Donc voilà, ça va être cette gestion-là, les blessures, voir un peu dans quel état de forme, mais ouais, complètement... aligner le 11 et puis aller chercher cette victoire-là, même si tout n'a pas été parfait, ben voilà, tu gagnes, focus sur Nantes, et puis s'il faut faire tourner, on fait tourner. Maintenant, on lâche les chevaux, quoi, sur tous les points, et on fait au mieux sur les deux compétitions, on y croit. Ouais, puis on a l'effectif sans avoir l'effectif pléthorique d'un Paris Saint-Germain, par exemple, on a quand même rarement été aussi bien fourni à l'OGC Nice, hein. Voilà, tu parlais d'Alexis BKBK, mais t'as Melvin Barr qui revient, t'as un Mathia Vitti et un Youssouf pour suppléer Dante au match retour, t'as éventuellement Marcin Bucca à lancer au poste de gardien. On espère récupérer très bientôt Nicolas Pepe, comme on le disait, hein. Brahimi, Bonani ont eu que quelques minutes, donc pourquoi pas aussi en titulariser un des deux face à Nantes. Enfin, il y a beaucoup d'options et ce sera intéressant justement de voir ce que Didier Digard va adopter comme stratégie. On vous rappelle, hein, sur le chat, hein, n'hésitez pas à participer au débat, hein. On essaie un peu de garder un œil sur vos interventions, mais n'hésitez pas à rebondir sur ce qu'on dit. Si vous avez des questions également, si vous avez des débats parallèles à lancer, c'est le moment. Messieurs, donc par rapport après au match en lui-même, à la performance des Aiglons, donc bon, hein, Didier Digard l'a souligné et je pense qu'on s'est tous douté que ça allait être très difficile quand on a vu la gueule du terrain. Il n'y a pas à se cacher uniquement derrière ça, mais ça fait forcément partie aussi de l'analyse et de la difficulté qu'ont eu les joueurs niçois à construire quelque chose. Il y a un peu de ça, il y a peut-être aussi la question de l'adversaire qui a joué beaucoup bloc bas. On a vu qu'on a eu les plus grandes difficultés du monde à jouer face à ces équipes. D'abord, que ce soit Ajaccio, mais puis après aussi le match face à Auxerre le week-end dernier. C'est compliqué, on n'a pas encore trouvé de solution sur comment jouer face à ces équipes-là. Et pour moi, celui peut-être qui symbolise le plus cette difficulté de l'OGC Nice à s'adapter à un adversaire qui refuse le jeu, c'est Terem Moffi qui est vraiment l'idée, c'est pas de lui tomber dessus, hein, parce que
Le pauvre a été étincelant à Monaco et il doit aussi apprivoiser ses coéquipiers et un nouveau style de jeu. Mais là, Terem Moffi c'est peut-être été le match où on l'a le moins vu depuis qu'il a signé à l'OGC Nice. Il a quand même pas apporté grand-chose, je trouve. Après, Pancho, toi, quel match tout frais en tête et qu'il a peut-être regardé sous un autre œil, voilà, enfin, le pauvre Terem, très, très peu de ballons à négocier et le peu de ballons qu'il avait, de toute façon, pour ce qu'il pouvait en faire dos au but à 20 mètres des cages, ça a été une soirée extrêmement compliquée pour lui. Mais qui a été bon offensivement? Offensivement, qui a apporté? Bon, je sais pas si c'est le mot. Laborde a été peut-être un peu plus remuant, mais à la fois, c'est le style du joueur qui veut ça. Donc, enfin, pour toi, c'est juste une faillite collective offensive hier soir? Oui, effectivement, tu parlais des stats avant qu'on lance l'émission. Alors, honnêtement, je suis très étonné des stats parce que les 14 tirs de Tiraspol sur le match, je ne les vois pas. 3 cadrés et pour le GC Nice, 6 tirs, 3 cadrés. Je t'assure, je les vois pas. Je vois le centre-tir venu de nulle part qui tombe sur la transversale de Schmeichel. Et je vois le poteau de Dante aussi. Il y a un moment une occasion aussi en deuxième mi-temps où Lutomba joue numéro 10, il récupère un centre où il peut bien la remettre aussi. Tu vois, j'ai des occasions marquantes comme ça. J'ai pas eu le sentiment vraiment qu'on ait été mis en difficulté. Je suis pas en train de dire qu'on a fait un match incroyable. Je sais pas si je suis bien clair depuis le début, mais oui, t'as bien on a géré. C'est le mot que tu employais tout à l'heure. On a géré, on a gardé le ballon et on a fait au mieux de ce qu'on pouvait par rapport effectivement aux conditions de jeu, au fait que c'était un match à l'extérieur, en milieu de semaine, sur une pelouse. Alors, ça fait partie quand même intégrante du jeu, hein, qui était dans un état, mais c'était à côté, c'était pitoyable. Même en district, il n'y a pas des pelouses aussi dégueulasses, et c'est vrai. Donc, voilà, il y a eu de la gestion. Oui, on aurait voulu plus de buts. Oui, on aurait voulu plus d'occasions. Oui, on aimerait que ça fonctionne un peu mieux, mais aujourd'hui, on gagne. Aujourd'hui, on arrive à créer des mouvements, on arrive à être un peu plus rassurant dans le jeu, à toujours être solide défensivement. Moi, j'ai envie qu'on arrive à s'appuyer sur ces forces-là. C'est normal que ça prenne du temps. C'est normal par rapport à Moffi. Pour répondre à ta question. La performance de Moffi tout d'abord, et puis on va aller globalement vers la performance collective de l'OGC Nice. Hein, voilà, 6 tirs contre 14 pour Tiraspol. Donc au final, un match où, je sais pas si on peut dire qu'on a été dominé, mais en tout cas, on a pu être mis à mal en fin de rencontre. On n'a pas tremblé, à part sur ce ballon qui est un peu retombé, qui a fait retomber dans la lunette de Kasper Schmeichel, certes, mais Pancho choisit de dire qu'on a su gérer et maîtriser le match. Je ne peux pas lui donner totalement tort. À la fois, on a peut-être aussi concédé un peu plus d'occasions que d'habitude, en tout cas un peu plus d'occasions qu'on aurait dû. Heureusement, entre la barre, un but refusé pour hors-jeu et de toute façon la bonne performance, comme d'habitude, de Jean-Claire Todibo, il n'en a été rien. Mais voilà, quel est ton sentiment globalement? Déjà pour Terem Moffi, un match extrêmement compliqué, et puis plus globalement pour l'OGC Nice sur un match qui aurait pu mal tourner peut-être dans la dernière demi-heure. Pour Moffi, je pense qu'on a déjà bien compris que face au bloc bas, ça allait être très difficile pour lui. Que c'est un attaquant qui a besoin de profondeur, c'est un secret pour personne. Qu'il a besoin d'être lancé, c'est un secret pour personne non plus. S'il n'y a pas la possibilité, il faut au minimum qu'on puisse combiner devant, chose qu'on fait que trop peu, voire jamais. Et puis après, il y a les automatismes évidemment à trouver avec ses coéquipiers. Peut-être besoin de délier un peu plus percutants, qui rentrent un peu plus à l'intérieur, qui prennent appui sur lui, style Nicolas Pepe. Du coup, voilà. Totalement. Donc le retour de Pepe peut nous faire du bien à nous, mais surtout à lui. Et pour revenir à la prestation plus globale de l'équipe, je vous rejoins pas tout à fait. J'ai pas la même lecture que vous en fait sur le match. Pour moi, c'est pas géré, c'est qu'on ne sait pas quoi faire face à ce type d'équipe. Et du coup, ça tourne, et le temps il tourne avec le ballon, et ça passe, et on s'en remet à Brahimi contre Ajaccio, Amraoui contre Sheriff Tiraspol, des frappes qui sortent de nulle part, qui finissent dans la lucarne. Tant mieux pour nous, mais pour moi, c'est plus de l'impuissance que de la gestion.
Pancho, est-ce que par rapport à ce que dit Loris, c'est vrai on a vu globalement que on a été chanceux de marquer ce but. Hein. Bon, la chance, elle se provoque, mais ça vient pas d'une action construite. Après, on a senti que le gym a été un peu dans une latence de pas savoir est-ce qu'il fallait essayer de faire ronronner le match pour conserver un résultat qui, au final, à 1-0, était déjà avantageux pour nous en vue du match retour. Est-ce qu'il fallait essayer de mettre l'accélérateur pour en mettre un deuxième, quitte à se faire exposer en contre, et on a peut-être par moment laissé un peu d'espace au Sheriff Tiraspol qui heureusement a mal négocié. Après, je vois ce que vous dites, hein, Dante qui met une tête sur le poteau, que Rosario n'arrive pas à remettre dans le but derrière, la transversale du côté du Sheriff, ça aurait pu vraiment tourner dans un sens ou dans l'autre, mais sur la globalité du match, et pour moi surtout de la deuxième période qui est peut-être un peu plus symptomatique des problèmes rencontrés par le gym. Est-ce que, comme dit Lauraï, tu penses qu'il y a une question aussi de se dire on n'a pas su vraiment quoi faire entre la pelouse qui permettait pas de développer le jeu, cette ouverture du score qui était satisfaisante, et voilà, peut-être une question aussi d'impuissance face au bloc bas. Oui, je partage cet avis-là aussi. Maintenant, le but contre Auxerre, c'était aussi contre un bloc bas. Et on a vu que, si mes souvenirs sont bons, il y a une phase de possession en amont, il y a un certain nombre de choses, de mouvements qui permettent un décalage, un centre et une tête de la board. Donc effectivement, c'est notre point de progression. Ça ne nous empêche pas de gagner des matchs. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une marge certaine. Maintenant, quand tu perds un Sofiane Diop, par exemple, contre Auxerre, même si beaucoup considèrent qu'il est dans une période un peu compliquée, tu perds cette option-là aussi, cette transition-là. Tu n'as plus Aaron Ramsey aussi. Hein, tu n'as plus Aaron Ramsey qui était sur un très très bon début 2023 et qui jouait aussi beaucoup de son jeu long. Tu perds un Nicolas Pepe qui revenait bien. Tu perds quand même un certain nombre de forces en présence. Mais je pense qu'il faut quand même saluer cette prestation. Et excusez-moi. Bon, le positif, hein, en tout cas retenu par Pancho, hein, bon, comme d'habitude, c'est quand même lui l'optimiste de la bande en général. Bon, on ne peut pas lui donner tort non plus. On gagne 1-0 à l'extérieur en Coupe d'Europe. C'est, je pense, comme on le disait tout à l'heure, ce pourquoi on aurait immédiatement tous signé. Cela dit, je voudrais quand même un peu, il le disait tout à l'heure, qui a vraiment fait un bon match. Bon, Jean-Claire Todibo comme d'habitude naturellement, mais côté niçois, on attendait peut-être que certains joueurs essaient de se montrer à leur avantage. Jordan Lotomba qui, sans faire un mauvais match, a été un peu moins efficace, un peu moins remuant que les semaines précédentes. Kefren Turam qui a essayé de faire un peu ce qu'il pouvait, mais je pense qu'entre le bloc bas et la pelouse, il a été aussi quand même relativement limité dans ses possibilités de créer du jeu. Et au final, on s'attendait, c'est peut-être des remplaçants qu'après est venu un peu plus de mouvement en fin de rencontre, que ce soit Brahimi, Buonani ou Beka. Pour toi, Louraï, qui a, je vais pas dire marqué ou perdu des points, parce que c'est que la vérité d'un match, mais qui a quand même réussi à tirer son épingle du jeu, et qui aurait pu mieux faire dans cette rencontre, compte tenu de tous les paramètres dont on a déjà parlé? Mieux faire, j'ai envie de dire un peu tous, à part peut-être les 4 défenseurs. Ouais. Et je vais même mettre Lotomba dans ceux qui auraient pu mieux faire, parce qu'il nous a montré beaucoup mieux. Du coup, il y a 6 mois, ça aurait été un bon match de Lotomba. Oui. Et là, c'est presque un match moyen de Lotomba. Il nous fait tellement manger Gucci depuis 3 mois que, en fait... Il nous habitue au caviar. Donc là, on a eu du pâté quand même de bonne marque. Mais après qui a su tirer son épingle du jeu, j'ai envie de dire la charnière centrale, deuxième mi-temps a été mis à rude épreuve et a, comme d'habitude, assuré. Donc offensivement, on a été très très, je vais pas dire faible, mais inoffensif. Donc je mettrais les deux actions derrière
en homme du match. Ouais, encore un clean sheet de toute façon. Bon, c'est pas que Kasper Schmeichel ait eu grand chose à faire non plus, mais bon, il a été bien présent, notamment sur ce coup franc à l'entrée de la surface, qui a peut-être fait frémir plus d'un supporter niçois. Pancho, si tu es à nouveau dans le coin, est-ce que pour toi il y a malgré tout un Aiglon qui a pu un peu tirer son épingle du jeu hier, qui a répondu au niveau, au défi européen en tout cas, et à l'inverse, on peut aussi parler peut-être des entrants qui a montré une copie qui malheureusement n'est pas en mesure d'inverser la hiérarchie. Alors, je ne sais pas ce que vous pensez de son match, mais j'ai bien aimé le match de Rosario. Parce que je trouvais qu'il était quand même assez présent, il portait un peu plus le ballon. Je trouve que dans le profil, c'est pas vraiment ce à quoi il est habitué à faire aussi. On le voit un peu plus dans un rôle, on va dire, défensif. Là, il est amené à faire autre chose, comme il a fait contre Auxerre. Et j'ai bien aimé parce que en première mi-temps, justement, il y avait cette possession de balle, mais très stérile, où il y avait très très peu de situations, très très peu de tentatives. C'est l'un des rares qui a pris cette initiative-là et qui a voulu tirer de loin. C'était, j'ai noté, à la 37e. Contrôle magnifique. Ouais, une bonne orientation du corps et prise tout. De balle, alors, ouais. je sais pas si la frappe part bien, mais en tout cas, il a pris cette initiative-là. Chose que j'aimerais que Thuram fasse un peu plus. J'aime beaucoup le Thuram qui porte le ballon, qui arrive à faire des percées dans la défense, qui débloque une situation. Mais j'aimerais le voir justement un peu plus, un peu comme contre Monaco. Oui, j'allais dire, on l'a vu il y a pas longtemps qu'il est capable de mettre des belles frappes à 20-25 mètres. Totalement, mais c'est seulement son deuxième but depuis le début de saison. Moi, je considère que la saison de Thuram, alors c'est pas du tout pour lui taper dessus ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment pour faire pour moi, c'est sa saison de confirmation cette saison. Donc là, on l'attend aussi régulier dans la performance. Donc ouais, peut-être, je vais pas dire une déception, Thuram. Mais je l'attendais. Mais on en attend encore plus, de toute façon, voilà. de la part de Khéphren Thuram. C'est un peu l'avis un peu assez récurrent sur Thuram, malheureusement, même si il peut être exceptionnel. Et je dirais Lotomba parce que il a su un peu surnager par moment dans, je vais pas dire la médiocrité, mais dans le fait qu'offensivement, on avait beaucoup de mal en se transformant, comme je disais tout à l'heure, en numéro 10, comme vous disiez aussi dans Avantilisa contre Auxerre. À un moment, il a cette position, et vraiment, il est entré de surface. Putain, il est dans l'axe, il regarde partout, tchac, il distribue le ballon à droite, à gauche. C'est sûr que ça va bientôt rentrer, ça, parce qu'il est trop bien placé à chaque fois. Ouais. Et s'il ajuste mieux, il y a but, il est vraiment à 18 mètres. Voilà, après les entrants, honnêtement, je peux pas trop juger parce que finalement, ils rentrent dans un moment où on est très bas. Ils ont eu très peu de situations à se mettre sous la dent, donc c'est peut-être compliqué de Attal ne s'est pas blessé déjà sur cette pelouse dégueulasse. Retenons ça dans la bonne performance. Et Boudaoui non plus. Non, mais voilà, Brahimi a joué, Buonani a joué, Attal est revenu, BKBK a eu 10 minutes. Donc, certes, il n'y a pas eu énormément de choses notables, du moins avec le ballon et en termes d'actions significatives, mais vraiment, c'était, on va dire, une bonne chose aussi, les entrants, pour faire tourner, quoi. Terminons, si vous voulez bien, cette analyse de notre rencontre par un débat que nous propose John06777 sur le chat, avec le nouveau match entier et le but de Ayoub Amraoui. On va dire la hiérarchie à gauche est susceptible d'être redistribuée. Pour vous, qui doit... Alors, il nous pose la question ainsi, qui doit finir la saison à gauche? On se doute qu'il va quand même y avoir de la rotation, mais pour vous, qui doit prendre la place de titulaire à gauche? Melvin Barr va pas tarder à revenir de blessure. Ayoub Amraoui là enchaîne les titularisations et les 90 minutes marque. En plus, maintenant, et globalement, sans être flamboyant, n'a pas non plus été nécessairement décevant sur ces 3 rencontres-là. On sait qu'avec le retour de Youssef Attal, Jordan Lotomba peut aussi se décaler à gauche, où il a fait
d'excellents matchs. Voilà. Pour vous, qu'est-ce que Didier Digard va choisir? Qu'est-ce que vous choisiriez? Donc, tant mieux si on a à nouveau du choix. Il y a également Joe Bryan, hein, mais bon, qui semble sorti une bonne fois pour toutes de l'équation de la question du groupe et du 11 de Didier Digard. Voilà. C'est probablement dans les prochaines semaines un nouveau problème de riche qui va s'imposer au poste de latéral gauche pour l'entraîneur du gym. Comment est-ce que vous voyez les choses se passer dans les prochaines semaines? Je pense pas que la prestation d'Amraoui et le fait qu'il ait été buteur change pour l'instant quelconque hiérarchie. Ça reste On rappelle que Joe Bryan a été buteur en Conférence League aussi d'ailleurs, hein, oui, dans la tout à phase de fait. groupe. À Belgrade, effectivement. Mais je pense pas. Voilà, c'est du dépannage qui s'est avéré assez intéressant pour lui, pour l'équipe. Il a été décisif, donc c'est une très très bonne chose pour un jeune du club. Maintenant, tu me demandes à 100%, j'ai envie de te dire Lotomba à gauche et Attal à droite. Rien contre Melvin Barr, mais Lotomba a montré qu'à gauche, en plus, sous Digard, ça fonctionnait aussi. Et Attal, avec ses capacités dans ce type de jeu et par rapport aux difficultés qu'on a actuellement, justement, avec un potentiel retour aussi de BP. Alors, j'ai pas vu exactement quand est-ce qu'il pouvait revenir, mais lui, il va faire aussi beaucoup, beaucoup de bien dans l'animation offensive, hein. À voir. Ouais, à voir, mais Barre, Barre offensivement, c'est quand même compliqué, quoi. Je pense surtout offensivement, on serait gagnant en mettant ces 2 jours-là. Alors, derrière Lotomba dans la hiérarchie, vu les performances de Jordan Lotomba, je peux comprendre. Et puis le profil précieux de Youssef Attal quand il est apte physiquement, moi je te suis plutôt sur ton choix. Mais du coup, déjà Laura, toi, ta sensibilité perso, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu imagines Didier Digard faire dans les prochaines semaines? Et suite du débat par rapport à ce qu'a dit Pancho, est-ce que pour toi Melvin Barr est passé derrière Ayoub Amraoui dans la hiérarchie aussi, ou est-ce que le petit Amraoui il a plus que dépanné alors qu'on ne pensait peut-être pas le voir à la base cette saison, mais maintenant comme le dit Alex sur le chat, il faut faire gaffe de pas le cramer aussi, et à un moment donné il va falloir qu'il redescende en N3 pour enchaîner les matchs, quitte à n'avoir plus que quelques minutes de jeu d'ici la fin de saison. Alors, la question, c'est une vraie bonne question et c'est un vrai débat, à mon avis, qui va se poser. Parce que, alors moi, je vous rejoins. Ce serait Lotomba à gauche, Attal à droite, parce qu'Attal, la percussion, Attal en forme, on en a besoin. Surtout face aux équipes qu'on va rencontrer d'ici la fin de saison, qui seront beaucoup en bloc bas, je pense aussi, pour la plupart. Donc voilà, on a besoin de cette folie, ce grain de folie, cette percussion, ce côté provocateur. Mais en même temps, je me demande si c'est pas... comment enlever Lotomba à droite à ce jour? C'est là où il est excellent. J'ai envie de dire qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Et en même temps, tu peux pas te passer d'un Attal avec les matchs qui arrivent. Donc ça va être ultra compliqué. Même si, comme vous, Lotomba à gauche, Attal à droite, si ça peut le faire comme ça, c'est très bien. Pour ce qui est d'Amraoui, je pense que oui, il est derrière Melvin Barr dans la hiérarchie. Il est jeune, je pense qu'il comprendra que les choses, chacun retourne à sa place entre guillemets. Mais moi, même en n'étant pas forcément fan de Melvin Barr, je préfère quand même Melvin Barr à gauche au jour d'aujourd'hui qu'Amraoui. Après, s'il maintient Amraoui, ce sera pas scandaleux non plus. Puisque comme tu l'as dit, le niveau Ligue 1, ou en tout cas qu'il pouvait légitimement prétendre à sa place dans le 11. Moi, j'en ai déjà parlé avec Pancho. Pour moi, c'est le strict minimum, mais à partir du moment où ça se fond dans le collectif, pourquoi pas? Bon, en tout cas, ça sera intéressant de voir dans les prochaines semaines. Et puis, dès le match face à Nantes, parce qu'il va y avoir du turnover quand même à faire à ce poste-là aussi, j'imagine, sauf
obligation physique par rapport notamment à l'état de Melvin Barr, ce serait quand même aussi, et de Youssef Attal bien sûr, ce serait étonnant quand même de voir Amraoui enchaîner une 4e titularisation et un match plein. Bon après tant mieux pour lui, surtout s'il se met à mettre des golassos à la BKBK et à la Brahimi bien entendu, mais voilà, le turnover va sûrement aussi concerner ce poste-là. Je vous propose de clôturer l'analyse de la rencontre et je vous propose de terminer le petit quart d'heure d'émission qui nous reste par 2 choses. La première, c'est ce match retour, donc 1-0 pour l'OGC Nice au coup d'envoi du match retour, une meilleure pelouse, un public et un stade qui, on l'espère, seront pleins et chauffé à blanc. Pour vous, quelle est la stratégie à adopter pour le match retour ? Est-ce qu'on doit attendre le Sheriff Tiraspol qui va devoir un peu se découvrir s'il veut espérer marquer ce but qui relancerait la partie ? Et dans ce cas-là, avec des espaces, l'OGC Nice a montré qu'on avait aussi les qualités de percussion, de vitesse pour peut-être être plus à l'aise en contre, et on repense notamment à Terem Moffi face à Monaco. Ou est-ce qu'il faut aborder le match comme on l'a fait au match aller, c'est-à-dire essayer de prendre le jeu à notre compte, compter sur une meilleure pelouse afin pour pouvoir le faire et espérer qu'on a un peu plus de réussite, du coup qu'on marque rapidement ce deuxième but qui devrait logiquement, on l'espère, entériner nos perspectives de qualification en quart de finale. En tant que romantique du football et boomer par la même occasion, j'ai envie de te dire maîtrise par le jeu, et ça prendra le temps qu'il faudra, et on s'en sortira avec ces convictions-là. J'ose quand même espérer qu'on ait le ballon et qu'on imprègne un rythme contre le Sheriff Tiraspol, parce qu'on a quand même vu que, avec tout le respect pour cette équipe, que oui, certes, ils ont eu des occasions, mais que techniquement, honnêtement, c'était pas non plus des foudres de guerre, honnêtement. Ils ont quelques individualités, mais petit Diop notamment, qui est ouais, mais ça reste quand même, je trouve. Et l'ancien niçois Zouri qui nous a mis la misère aussi quand même par moment. Oui, mais ça reste quand même assez, je trouve, modéré sur le papier. On est clairement au-dessus. Maintenant, pour le retour, il va falloir faire, je pense, une grosse première mi-temps. Voilà, grosse intensité et beaucoup de vitesse dans les transitions, aller percuter, mettre le ballon dans la surface de réparation et tenter de marquer un ou deux buts rapidement, et ensuite une deuxième mi-temps où il va falloir peut-être un peu plus gérer, et c'est là qu'on commencera peut-être à réfléchir à des changements, mais c'est clair qu'il faut pas, pour moi il faut absolument pas attendre à domicile contre le Sheriff Tiraspol. On va vouloir enflammer un peu le stade, il risque d'y avoir du monde, ne serait-ce que pour notre estime personnelle à nous. On peut pas proposer un jeu attentiste contre le Sheriff Tiraspol. Sûr qui nous dit qu'il faut jouer pour gagner. Alexis nous dit qu'il faut lâcher les chevaux, tout simplement, donc ça rejoint un peu ce que tu dis. Lourail, il faut crânement jouer sa chance parce qu'on a les capacités de toute façon de mettre un ou deux buts rapidement à cette équipe et se rendre la suite du match facile. Peut-être du coup, si on a la chance de déjà mener au score à la mi-temps, ça permettra aussi d'envisager un turnover un peu plus large que si on doit aller chercher notre qualification dans les dernières minutes ou en prolongation, comme face au Maccabi Tel Aviv. Comment est-ce que tu vois le match retour, et à ton avis, quelle stratégie il faut adopter de notre côté pour repartir de l'Alliance jeudi soir avec une première qualification pour un quart de finale européen depuis 63 ans? La stratégie, pour moi en tant que supporter, après peut-être qu'au club ils n'ont pas la même, mais moi je pense qu'il faut les tuer le plus rapidement possible. Donc ne surtout pas être dans la gestion, le prendre limite comme si on l'avait perdu 1-0 à l'aller. Jouer, mettre de la folie, le jouer comme un match de Coupe d'Europe, enflammer le stade, et le stade qui s'enflamme, normalement t'as l'équipe qui suit, après c'est l'effet boule de neige. Donc j'aimerais un match fou. Ouais, non, pas en marque, ils égalisent. 3-3, tu vas peut-être pas être super content, tu vois. 3-3, t'es qualifié. Oui, d'accord, mais enfin, moi je commence à surveiller mon cœur, les gars. Mais voilà, non, mais un match emballé où on y met de l'intensité avec des idées.
on est peut-être un petit peu moins rigide sur la tactique. Voilà, ça bouge un peu plus. C'est ce que j'espère. Après, ce que j'espère avant tout, c'est la qualification. Donc, si ça doit passer par un 0-0 miteux, eh ben, on prendra. Mais un 0-0 miteux serait peut-être inquiétant sur notre capacité justement à jouer face à des blocs bas ou des équipes qui refusent le jeu. Parce que là, on a encore l'excuse, l'Europe, le déplacement, la pelouse, tout ça. Mais si on commence à enchaîner les matchs, ce serait intéressant de voir ça face à l'horrible FC Nantes ce week-end, si jamais on arrive à peut-être un peu plus développer le jeu. Mais à voir si, sans parler de fin de l'effet d'Igard, mais si en tout cas l'équipe arrive à progresser, à trouver les clés pour faire un peu plus facilement sauter le verrou de son adversaire. Comme vous le disiez tout à l'heure, hein, messieurs, c'est ce qui nous attend aussi pour la fin de saison et c'est ce qui va peut-être faire la différence pour une éventuelle qualif européenne via le championnat en toute fin de saison. Voilà, hein, Romo DX le dit, si on gagne encore une fois 1-0, on prend largement. Hein, ouais, on les tue 1-0, moi je signe tout de suite, effectivement. Après, si on peut éviter d'attendre la 90e minute pour le faire, on le vivra nettement mieux. Il nous reste 5 minutes d'émission, en gros, même si on n'est pas timé, que ça va pas s'auto-détruire non plus quand on va arriver à l'heure de live. Mais il y a quand même une actualité importante dans la vie de l'OGC Nice qui est tombée aujourd'hui, en tout cas qui a été révélée par Nice Matin. C'est la pré-convocation de Khéphren Thuram et de Jean-Claire Todibo en équipe de France A. Du coup, c'est la première présélection que les deux joueurs reçoivent, hein, même si c'est difficile à croire, notamment pour Jean-Claire Todibo. Donc on rappelle la présélection pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est une espèce de liste élargie, hein. C'est des joueurs qui sont prévenus, qui risquent d'être appelés dans les 23, qu'il faut qu'ils allument leur télé pour regarder Didier Deschamps annoncer ou pas leur nom. Ce sera jeudi prochain, le 16 à 14h. Messieurs, il y a un monde où on pourrait fêter une qualification jeudi soir avec deux néo-internationaux sur le terrain et avec le maillot de l'OGC Nice. Ce serait incroyable dans l'histoire, peut-être pas dans l'histoire de notre club, mais en tout cas dans l'histoire récente de notre club, de notre génération. En tout cas, ce serait tout simplement fou. Alors déjà, je pense que la pré-convocation pour les deux, ça n'est que justice, hein, sportivement. Après, comment est-ce que vous estimez les chances de ces deux joueurs d'intégrer les 23 ? Est-ce que pour vous, c'est le moment pour les deux ? Est-ce que ça n'est qu'une première étape vers une future sélection, mais la route est encore longue. Voilà. Comment est-ce que vous accueillez cette nouvelle ? Bien, j'imagine, mais qu'est-ce que ça prépare pour la semaine prochaine notamment ? Je trouve que alors, déjà, à titre personnel, j'y crois plus pour Todibo que Thuram à l'heure actuelle. Je pense que faut être lucide aussi, hein. Thuram, c'est bien mieux ces dernières semaines, mais est-ce que ça a le niveau équipe de France vraiment A ? Je sais pas. Je me pose des questions. Il en a le potentiel, c'est évident. Maintenant, ce serait un coup de projecteur énorme sur le club de l'OGC Nice et surtout sur un joueur comme Thuram qui, quatrième saison, il y a eu de la patience. Il y a eu du développement comme Todibo. Ça fait 2 ans qu'il est là aussi. On récolte peut-être aussi les fruits d'une patience et d'une confiance qu'on a accordée à des joueurs qui n'en avaient pas ailleurs. Je pense à Todibo, même peut-être Thuram à Monaco, qui n'a pas signé pro là-bas. Donc, coup de projecteur énorme. Pas forcément grand suiveur et assidu de l'équipe de France, mais par contre, ce serait quelque chose d'énorme même pour eux en termes carrière, en termes satisfaction. Mais oui, on verra bien. Ce serait une très très belle chose et une belle chose à fêter en plus de la qualification, on l'espère. Une belle chose pour eux, une belle chose pour nous, hein, parce que du coup, quand tu vas attirer demain un jeune espoir du football français, ça a quand même un autre discours de lui dire, regarde, tu viens chez nous et dans 2 ou 3 ans, tu es appelé dans l'une des meilleures sélections du monde au plus haut niveau. C'est vrai que c'est peut-être ce qui manque encore aujourd'hui à l'OGC Nice dans les arguments, c'est l'absence d'internationaux depuis Hatem Ben Arfa qui avait été convoqué un piteux match où il avait été envoyé au suicide en plus dans un contexte très particulier. Donc pour le nouveau projet de l'OGC Nice, enfin former des internationaux, c'est peut-être le cap qui nous manque encore à franchir. Louraï, pour toi, les chances des deux joueurs d'intégrer
la liste de Didier Deschamps et ton avis là-dessus plus largement. Je rejoins totalement Pancho. Pour moi, Todibo, perso, j'y crois beaucoup. Je serais limite déçu qu'il soit pas sur la liste. Peut-être plus que lui. Non, quand même pas, mais pour Thuram, je pense que c'est un bel appel de phare de Didier Deschamps. Mais je pense que c'est encore un petit peu juste, même si je l'adore et que je trouve que c'est un profil qui manque énormément en équipe de France. Mais je pense qu'il lui manque peut-être une marche ou deux. Mais Todibo, il est clairement prêt. De toute façon, c'est un secret pour personne que s'il n'était pas sous le maillot de l'OGC Nice, il y serait déjà. Donc j'espère et j'attends une convocation de Jean-Claire Todibo la semaine prochaine. Ce sera un super coup de projecteur sur le club, comme vous l'avez bien dit. Un argument de poids pour les mercatos, comme tu l'as bien dit aussi, Sky. Donc ce serait bénéfique pour tout le monde. Et allez, dans l'hypothèse où les deux seraient appelés, je pense même que ce serait très bien pour la fin de saison de l'équipe d'avoir deux mecs qui ont été appelés en équipe de France, ne serait-ce que pour les deux là. Alors à mon avis, ça y est, ils sont sur la voie royale. Et je pense que ça serait bien pour tout le groupe, au final, pour tout le monde. Donc ouais, et Mister Nissa qui nous dit dans le meilleur des mondes, fin de saison avec un titre européen joué à Prague et 2 internationaux français. Bon, moi je signe pour ne serait-ce qu'un des deux déjà. Hein, mais, moi je signe juste pour Prague à la limite. Oui, juste vrai, pour Prague. Juste pour Prague. La priorité c'est clairement Prague. Hein, on est d'accord. Franchement, je suis content. Enfin, on est tous contents pour eux, mais à choisir, non. Vous attendrez 6 mois de plus, mais Prague. On va à Prague et on gagne surtout à Prague. Voilà. Bon, paradoxalement, c'est peut-être quand même Khéphren Thuram qui a la voie la plus ouverte. Peut-être sportivement, c'est moins confirmé encore que Jean-Claire Todibo, mais en équipe de France, au milieu de terrain, c'est un peu entre les méformes, les blessures, c'est un peu la Bérésina. Donc il a peut-être un peu plus une place à jouer que Jean-Claire Todibo, qui est monstrueux, mais qui malheureusement se retrouve dans un secteur de jeu qui est extrêmement compétitif en France, et en plus de ça, où il y a plein de monégasques et d'anciens Marseillais. Donc bizarrement... il est top 4. Oui, moi je pense que c'est au-dessus d'un Dizazi, et je dirais peut-être même que c'est au-dessus d'un William Saliba, mais je vais pas m'en faire encore que des copains, mais voilà, après en termes d'expérience européenne, c'est peut-être un peu plus limité, mais on a vu que, écoutez, voilà, c'est le dernier club français, on a fait ce débrief-là aujourd'hui, c'est pas pour rien, c'est que l'OGC Nice, c'est le club qui, cette saison, on l'espère, va aller le plus loin en Coupe d'Europe parmi les clubs de Ligue 1. 1 heure de live, pile poil, il y a encore beaucoup de choses à dire. Hein. Il y a Alex qui nous parle notamment de l'impact que ça va avoir sur le prochain mercato. On aura le temps d'en reparler. En tout cas, voilà, une belle victoire en Coupe d'Europe pour l'OGC Nice. On n'en a pas eu tant que ça. Donc qu'il ait la manière ou pas, il faut savourer ce résultat, comme tu le disais très justement, Pancho. En plus de ça, ça nous met vraiment dans les meilleures dispositions pour le match retour. Il va falloir jouer crânement notre chance, rester sérieux malgré tout pour éviter un accident historique là aussi. Et si jamais tout va bien, jeudi prochain à la même heure, on sera sur les voies d'une qualification historique, hein, 63 ans depuis le dernier quart de finale, et après on verra bien ce que la suite de la compétition nous réserve. Mais avant de parler de l'Europe, n'oublions pas un match très important dimanche à Nantes. Si pas de victoire ou contre-performance en tout cas, ça risque de se compliquer pour la course au top 5, donc il faut absolument que les Aiglons soient concentrés jusqu'au bout dans cette saison pour négocier ce virage-là. Après, si on chope la qualification directe par une victoire à Prague pour l'Europa League l'année prochaine, on peut très bien se contenter de la 6e place en championnat. Après, il y a peut-être un monde où on peut faire top 4 et vainqueur de C4, mais on s'enflamme légèrement. Pancho, Louraï, merci beaucoup de m'avoir accompagné dans cette émission. On remercie Vladimir à la prod aussi, hein, qui nous a fait l'amitié de lancer et de gérer ce stream. Comme je vous disais, hein, si jamais vous avez raté cette émission, en tout cas une partie, format audio sur nos plateformes de podcast, probablement demain matin, et puis même au même moment sur la chaîne YouTube de Sports Content, le replay vidéo, comme ça vous verrez en plus les quelques réactions du chat. Merci beaucoup, bonne soirée et Issa Nissa. Issa Nissa, merci.